Salut à tous! Et je vais faire un petit coucou à Jules parce qu'il me l'avait demandé. Donc Jules, tu vois, j'ai pensé à toi. Je te remercie d'être venu le week-end dernier. Jules, pour ses 10 ans, est venu me voir à la pépinière. Il a fait 5 heures de route. Donc voilà, toi, petit message passé. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Sarracenia purpurea. Sarracenia purpurea, c'est un des Sarracenia, je pense, qui est le plus répandu sur les États-Unis et une partie du Canada. C'est des plantes qui sont ultra résistantes pour moi, hein. C'est vraiment des plantes, vu leur aire géographique qui s'étend jusqu'au Canada, c'est des plantes qui sont hyper tolérantes au froid. Et nous avons plusieurs sous-espèces. Donc je vais vous parler des sous-espèces pour bien faire la différence, parce que des fois on n'arrive pas trop à comprendre. Mais il y a quelques caractéristiques. Mais au niveau des Sarracenia purpurea, il existe une multitude de localités pour ces plantes-là, qui fait que il y a quelques différences entre elles au niveau du veinage, au niveau, voilà, c'est vraiment des petites parenthèses comme ça, mais ce n'est pas des espèces, hein, c'est vraiment des localités, mais ça reste des Sarracenia purpurea ou venosa, ou voilà, tout le groupe. Donc pour ma part, vous voyez juste derrière moi, ça c'est un des bacs purpurea, il y en a un autre un peu plus loin, mais voilà, les Sarracenia purpurea ont un bac qui est plus haut que les pots, hein, on voit derrière, par là-bas, vous voyez, le bac est plus haut que les pots de Sarracenia purpurea. Pourquoi? Parce que les purpurea, pour moi maintenant, sont cultivés l'eau au-dessus du pot. L'eau au-dessus du pot, comme dans la nature, hein, ça se passe comme ça dans la nature, les pieds sont carrément dans l'eau, en bordure toujours de tourbières, vraiment à ras des tourbières en bordure, mais après moi je les ai vues, j'ai eu la chance de les voir dans le Jura où elles avaient été importées il y a... Alors moi quand j'y avais été, bon ça faisait une trentaine d'années il me semble, donc maintenant ça fait plus de 40 ans qu'elles y sont. Et du coup, les Sarracenia purpurea, pour faire la petite histoire, ont été introduits dans la tourbière de Frasnes, dans le Jura, mais on a cherché à un moment à les détruire. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour les détruire? Tout simplement, ils ont passé le désherbant. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette tourbière a été complètement rasée, elle a complètement jauni, donc ils ont dû attendre qu'elle se remette en place, et malheureusement il y avait quelques plantes un petit peu rares entre guillemets, hein, comme des œillets, des choses comme ça, mais hors carnivore. Tout avait brûlé, sauf le Sarracenia. Le Sarracenia avait résisté, donc le Sarracenia est toujours à Frasnes, on peut toujours le voir. Quand vous les voyez en plein milieu naturel, c'est autre chose, hein, comme quand des fois on n'a pas la possibilité de se rendre sur les États-Unis. Là au moins ça nous permet de comprendre un petit peu comment ça se passe, parce que le Sarracenia purpurea, voilà, c'est une Sarracenia, mais c'est pas pour ça qu'on la trouve sur la totalité de la tourbière, hein. Elle va trouver les zones hyper dégagées, donc le plus ensoleillé possible, ce qui se rapproche le plus possible de l'eau. Et voilà, et les multiplications, ça fait... Les trochées étaient énormes. Alors maintenant, 10-15 ans plus tard, je ne sais pas comment ça a évolué, il faudrait que j'y repasse, mais à mon avis, ça devient vraiment très invasive au niveau de cette tourbière. Donc pour revenir à nos purpurea de collection, vous avez le purpurea, tout simplement le purpurea, je vais vous en sortir un, voilà, on va prendre celui-là, un purpurea qu'on appelle purpurea, ça c'est purpurea. Comment on reconnaît purpurea? Tout simplement, les capuchons sont de cette forme-là. Hein, vous voyez la forme du capuchon, bien ouvert et une forme vraiment tout basique. Vous verrez, vous comprendrez après, je vais vous sortir le venosa. Vous allez comprendre. Donc ça, c'est un purpurea. Voilà, petit veinage dans le capuchon. Donc pour continuer, vous voyez ça, il s'agit de venosa. Déjà, je pense que vous voyez déjà la différence au niveau du capuchon. Vous voyez, toute cette ondulation fait que c'est des venosa. C'est pour ça qu'on les reconnaît. C'est vraiment, ça fait des petits, comme des petits froufrous, hein. Voilà, ça c'est venosa pour la différencier. Purpurea
Montana. Montana. Alors, la particularité du Montana, c'est de faire une espèce de forme de... Voilà, les bouts des pièges sont vraiment, on dirait, en forme de pointe. Hein, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment... Le capuchon fait toujours un triangle en général. Enfin, pour caractériser un peu le truc. Hein, c'est fait vraiment une forme de triangle. C'est comme ça qu'on reconnaît les Montana. Elles ont un veinage un peu spécial, donc à l'œil, nous, on arrive à les reconnaître tout de suite maintenant. Mais voilà, pour faire une différence, Montana, c'est franchement la forme de triangle. Donc comme vous allez trouver des plantes, c'est ce qu'on se pose souvent la question. Qu'est-ce que j'ai acheté en jardinerie par exemple? En jardinerie, c'est quasi à 100%, c'est du Venosa qui est en vente. Hein, c'est le Venosa qui est plus présentable, je pense, et qui peut être cultivé de façon intensive. Voilà, hein, on connaît bien les façons intensives, en leur distribuant de l'engrais ou je sais pas. À mon avis, Venosa doit être beaucoup plus tolérante qu'un Purpura normal. Et beaucoup plus joli pour la vente. Hein. Ça doit faire beaucoup plus de pièges. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Venosa, à mon avis, dans les jardineries. Dans les jardineries, on choisira toujours des plantes pour un rendu visuel, pas pour les plantes. Donc, Venosa a été sélectionné. Venosa Burki. Alors ça, c'est le Venosa Burki qu'on appelle ça. On l'appelle Burki et elle est en train de peut-être changer, à peut-être passer en espèce à part. Elle va peut-être bientôt s'appeler Sarracenia rosea. Pourquoi on l'appelle rosea? Tout simplement, c'est un Purpura qui fleurit rose. C'est comme ça qu'on le reconnaît. C'est par sa floraison. Et Burki est légèrement, voilà, fait légèrement des pièges plus gros que les Venosa. Et pour conclure, nous avons une sous-espèce encore du Venosa. Donc, juste avant, je vous disais, un Burki fait partie du groupe Venosa, hein, c'est une sous-espèce. Montana est une variété à part, Purpurea est la variété à part, la vraie espèce de base, on va dire, pour Purpurea. Et nous avons, dans les Venosa, nous avons encore Luteola. Donc Luteola, c'est un truc qui a été mis à part il y a, pas récemment, mais un des derniers, je pense, pour sa forme verte. Hein, ça fait vraiment une forme verte, toujours les ondulations au niveau du capuchon parce que c'est un Venosa. Et la particularité pour reconnaître un Luteola des autres, c'est que Luteola fait une fleur blanche. C'est voilà, c'est vraiment pour ça qu'on les reconnaît. Donc voilà, après vous avez des choses un peu plus spécifiques, hein, il y a différentes choses, comme le Purpura smurf, hein, qui a le capuchon complètement fermé, c'est des problèmes génétiques au niveau des semis. Là vous avez le Purpurea Soro. Donc le Purpurea Soro, c'est pas un vrai Purpurea de base, hein, c'est un Purpura qui a été croisé avec un Rugeli justement pour faire cette tache rouge. Je m'étais posé beaucoup de questions sur cette plante, si c'était une plante naturelle ou pas. Et finalement je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, c'était simplement un hybride qu'on avait réussi à garder sous forme de Purpurea. Quand on veut faire des croisements pour obtenir des Purpuras comme ça, vous voyez, vraiment la forme de sabot, et encore, c'est vraiment un sabot irrigé. C'est très compliqué de garder sa forme sabot pour faire un Purpurea. En général, les plantes vont se transformer en Castebae. Castebae, voilà, c'est une forme beaucoup plus haute, hein, ça ressemble plus à du Purpurea, mais nous avons les caractéristiques des fois attendues. Donc c'est pour ça que pour les croiser correctement, ça met énormément de temps pour obtenir le résultat final qu'on souhaiterait. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les Purpurea. Pour moi, la culture, c'est comme ça maintenant. C'est le pot complètement immergé. Au niveau du substrat, vous cassez pas la tête. Faut pas se casser la tête avec des dosages. On veut vraiment avoir quelque chose d'allégeant. Si on veut, voilà, on va mettre 20-30% de perlite ou de sable. Hein, faut pas se casser la tête. On met un petit allégeant comme ça. Mais si vous mettez des Purpurea dans, même toutes les Sarracenia dans 100% tourbe, ça marche très très bien. C'est vraiment, voilà, la perlite et l'allégeant, je trouve que c'est bien quand on démarre des jeunes plants, des plants qui ont besoin de raciner, ou voilà. Mais quand c'est des plants que vous allez installer dans des contenants qui font 100 litres ou des gros pots, ça ne sert absolument à rien de mettre des mélanges de substrats avec des allégeants. De la tourbe, ça suffit. Dans leur milieu naturel, c'est de la tourbe. Hein. Il ne faut pas se dire, bah, dans le milieu naturel, il y a peut-être des cailloux ou quoi. En tourbière, en général, c'est quasi 100% tourbe. Hein. C'est le surfaçage de sphaigne qui se décompose, qui fait de la tourbe automatiquement avec les milliers d'années. Hein. Donc, il n'y a pas d'apport de cailloux, il n'y a rien du tout pour alléger tout ça.
Donc ne vous cassez pas la tête avec les substrats. C'est vraiment, voilà, moi c'est de plus en plus que voilà, je baigne un petit peu de tourbe sur la table, je jette une poignée de perlite, on va dire, pour mettre un petit allégeant pour nous, voilà, que les plantes racinent correctement, pour que les jeunes plants démarrent correctement, mais on met toujours un peu de perlite, voilà, mais moi avec le temps, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des substrats faits comme ça, aléatoires, comme ça vient. Mais par contre, vous voyez, ce qui est le problème avec la perlite, c'est quand vous faites des bacs comme ça avec des pots, déjà, le pot a tendance à flotter, hein, c'est automatique, le pot flotte, c'est obligatoire quand on veut submerger le pot complet, mais en plus de ça, si vous rajoutez encore de la perlite, le pot encore se lève plus, donc des fois, hein, quand vous avez des pots comme ça, que vous voulez pas voir se soulever quand ils sont dans l'eau, mettez un galet au fond du pot, hein, ça c'est des pots de 3 litres, hein, c'est des gros pots de 3 litres, on peut mettre un galet, et hop, on met de la tourbe dessus, après... mettez une pierre, ne vous cassez pas la tête à savoir si la pierre est calcaire ou quoi, moi je m'occupe pas de tout ça. C'est sûr qu'il faut pas des pierres qu'on voit qui sont archi blanches ou qui se décomposent un peu dès qu'on les arrose. Voilà, vous voyez un galet histoire que la plante reste fixée au fond du bac, ou alors voilà, on mélange du sable à sa tourbe pour donner du poids encore à votre substrat, mais voilà ce que je peux vous dire pour faire des purpurea vraiment submergés comme ça. Faites très attention au moment de la préparation pour pas que le substrat se mette à flotter. Et pour ceux qui se lancent et qui débutent, je le rappelle, quand on prépare un substrat pour plantes carnivores, mélangez-le avec de l'eau, obligatoirement jusqu'à ce que ça devienne de la boue, hein. C'est vraiment obligatoire. On prend pas sa plante, on prend pas la tourbe qui sort du sac, on met dans le pot, on fait un trou, on met la plante au milieu. Faut vraiment pas que la plante se retrouve dans un substrat sec. Je vais vous rappeler une chose, une plante qui se fait rempoter ou qui se retrouve en substrat sec comme ça, et ça compte pour tout le monde. Déjà une plante qui se retrouve racine nue, vraiment racine nue, hein. C'est une demi-heure à l'air libre, pas plus. Donc vous imaginez que si vous rempotez à sec vos plantes, la plante va se retrouver à sec dans la tourbe. Déjà c'est des plantes de milieu humide, et ça compte pour toutes les plantes. Donc si votre tourbe met 1-2 semaines à s'imbiber complètement, vous comprenez que la plante elle ne résistera pas. C'est vraiment, voilà, restez sur l'optique de ça. Un substrat sec dans un pot ou des racines nues à l'air, sans humidité, c'est une demi-heure maximum. Après ça fait un choc et la plante commence son dessèchement et perd son énergie en eau. Voilà, je conclue là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère vous avoir bien éclairé. Et en attendant, portez-vous bien.